Et oui, encore une fois, sans chapeau et sans arrière-plan. Je suis toujours en attente de mes meubles qui devraient arriver début juillet. Et comme je fais mes vidéos généralement une semaine en avance, il y a des chances pour que vous ne me voyez pas avec le chapeau et avec un arrière-plan avant, après les vacances, donc la prochaine saison, parce qu'il y aura sûrement pas de récit de l'ombre les 2 dernières semaines de juillet. Maintenant, passons aux choses sérieuses et allons faire un tour en Floride en décembre 2000. En Floride, il y a le lac Séminole. Le lac Séminole s'étend à la frontière entre la Georgie et la Floride, pas très loin de Tallahassee. C'est un lac de marécage, sombre, silencieux, peuplé d'alligators. C'est un lac qui garde ses secrets. Ce matin-là, il fait un froid mordant, un front glacial a balayé la région dans la nuit et la température est tombée à -7 degrés. Le vent fouette les roseaux. Mac Williams, 31 ans, se lève avant l'aube. Il est grand, séduisant, plein d'avenir. Il est expert immobilier à Tallahassee. Il a travaillé pour le cabinet Ketcham dès l'âge de 18 ans et son patron, Clay Ketcham, le considère comme un fils. Mike est marié depuis 6 ans à Denise, son amour de lycée. Ils se sont connus là. Elle était pom-pom girl. Il était le joueur de football. C'est un couple parfait qui est droit sorti d'un roman de banlieue américaine. Ils ont une petite fille, Ansley, qui est née en 1999, en mai 1999. Mike l'adore et il adore aussi sa mère, Cheryl, et son frère, Nick. Mike adore tout le monde. Ce soir, Mike et Denise doivent fêter leur 6e anniversaire de mariage dans un bed and breakfast et il a promis donc d'être rentré pour midi. D'abord, quelques heures de chasse au canard. Il prend son fusil, il enfile ses waders. Alors les waders, ce sont ces grandes bottes imperméables qui montent, qui deviennent un pantalon en fin de compte, et imperméables également, qui montent jusqu'à la poitrine et que portent les chasseurs pour entrer dans l'eau. Et il part pour le lac Séminole et nous partons pour un récit de l'ombre. Midi arrive, puis passe, l'après-midi arrive, puis passe, puis le soir tombe. Mike ne répond pas à son téléphone, Denise appelle son père, elle appelle les amis, elle appelle tout le monde. Rien. Donc tout le monde se retrouve au bord du lac, dans l'obscurité et sous le vent glacé. Brian Winchester est parmi eux. Brian, c'est le meilleur ami de Mike, c'est son ami d'enfance, l'homme de confiance, et il participe également aux recherches avec l'énergie du désespoir, et c'est pour cela que c'est lui, le lendemain, qui retrouve le bateau de Mike abandonné à 300 mètres du ponton de mise à l'eau. Le fusil de Mike est toujours là, dans son étui. Il y a des appâts de chasse, l'équipement est tout à fait intact, mais pas de Mike. Le camion de Mike est garé d'ailleurs au ponton avec sa remorque. Tout indique qu'il est parti seul ce jour-là. Les plongeurs arrivent, puis les hélicoptères, puis les équipes cynophiles, et pendant 56 jours, pendant plus de 700 heures de recherche, le lac Séminole est ratissé centimètre par centimètre par centimètre, mais personne ne trouve Mike Williams. Personne ne trouve rien d'ailleurs, pas un os, pas un lambeau de chair, pas de vêtements, rien, absolument rien. L'agent spécial Michael Davany, qui est chargé de l'enquête, est troublé parce que sur ce lac, chaque personne portée disparue, et il y en a eu auparavant bien entendu, a toujours été retrouvée. Cette disparition est quelque chose sans précédent. Donc, les autorités arrivent à une conclusion, et cette conclusion est Mike, d'une façon ou d'une autre, a glissé de son bateau, ses waders remplis d'eau l'ont entraîné vers le fond, il s'est noyé, et les alligators du lac ont fait le reste. Mais ça, c'est sans compter avec Cheryl Williams. Cheryl Williams, la mère de Mike, refuse totalement cette conclusion. Déjà, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de preuves, il n'y a rien. Or, elle sait plusieurs choses sur les alligators que les enquêteurs semblent totalement oublier. Déjà, pour commencer, les alligators ne finissent jamais tout. Il reste
toujours quelque chose, des morceaux de chair, des os, des marques de dents quelque part, des vêtements en lambeaux, du sang, quelque chose. Et en plus, quelque chose d'autre que les enquêteurs oublient, et c'est qu'en décembre, les alligators n'ont pratiquement aucune activité métabolique. Ils ne mangent pas. Et même quand ils attaquent, encore une fois, ils ne dévorent pas un être humain tout entier. C'est pas des piranhas. Ils arrachent des membres, il reste toujours quelque chose. Ici, rien. Absolument rien. Pas de dents marquées sur un os, pas de déchirure sur un vêtement, rien. Pourtant, 6 mois après la disparition de Mike, un chapeau flotte sur la surface du lac, tout près du ponton d'ailleurs. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas trouvé ce chapeau lors des 56 jours de recherche intensive? Nul ne le sait. Brian Winchester l'examine et déclare que c'est peut-être le chapeau de Mike. On avait bien besoin de son meilleur ami pour nous déclarer ça. L'analyse ADN est non concluante. Peu après, un pêcheur trouve une paire de waders intacts. Aucun trou, pas de sang, aucune trace d'alligator là-dedans, aucun reste humain à l'intérieur, rien, toute neuve. Et puis, un peu plus tard, on trouve une veste chasse. Et dans cette veste de chasse, on trouve le permis de chasse de Mike, qui est encore lisible, tout à fait lisible, et on trouve également une lampe torche qui fonctionne encore. 6 mois dans un lac marécageux, et tout est en parfait état. Jennifer Portman, qui est directrice de rédaction au journal Tallahassee Democrat, dit que tout ce que tout le monde pense tout bas, ces objets sont tout simplement trop neufs, trop propres, ils ont été placés là. Mais placés là ou pas, Denise Williams présente ses pièces à un juge. Parce que normalement, en Floride, il faut attendre 5 ans avant qu'un disparu soit déclaré légalement mort. Denise, elle n'attend pas 5 ans. Elle demande la déclaration de décès 6 mois après la disparition de son mari, avec pour seule preuve donc une veste, des waders et une lampe torche en parfait état, quasi neuf, à revendre sur le bon coin, et le juge les accepte. Mike Williams est donc déclaré mort, cause officielle, noyade accidentelle lors d'une partie de chasse, corps non retrouvé. La police d'assurance vie est débloquée, 1 750 000 $, quasi 2 millions. Cette police, Brian Winchester l'avait vendue à Mike 6 mois avant sa disparition, parce que Brian Winchester, à part être le meilleur ami de Mike, est également agent d'assurance. Et donc, en décembre 2005, Brian Winchester épouse Denise et ils s'installent tous les deux dans la maison de Mike. C'est une affaire cousue de fil blanc. Et c'est précisément ce que Cheryl Williams se dit, la mère de Mike, et elle ne veut pas se taire. Elle fait paraître des annonces pleine page dans les journaux. Elle loue des panneaux publicitaires. Elle écrit des lettres au gouverneur de Floride, Rick Scott, une par jour ou presque, et à partir de 2009. Pendant près de 9 ans, elle envoie des lettres à Rick Scott. CBS cite 1472 lettres et A&E parle de plus de 2600 lettres. Bref, jusqu'à ce que l'affaire éclate enfin, elle lui envoie des milliers et des milliers de mails et elle ne reçoit aucune réponse officielle. Pas une. La justice est muette. Les enquêteurs disent qu'il n'y a pas de preuves suffisantes, mais ils ne les cherchent pas non plus. Denise, de son côté, a coupé les ponts avec toute la famille de Mike. Elle a menacé Cheryl. Si elle cherche à ouvrir une enquête criminelle, elle perdrait l'accès à sa petite fille, Ansley. Donc, Cheryl ne voit plus Ansley. Et c'est tout à fait d'une autre affaire dont il s'agit tout d'un coup, en 2016, qui fait tout basculer. Brian Winchester et Denise divorcent. Le mariage se désintègre dans la violence. En 2016, Brian est arrêté pour enlèvement. Il a attendu Denise caché dans le fond de sa voiture. Il était armé d'un pistolet. Il a saisi le volant. Il a appuyé le canon de l'arme contre les côtes de Denise et il a crié. Il a menacé de la tuer. Denise a témoigné devant le tribunal tout à fait tremblante. Je n'oublierai jamais. Je ne vois que lui surgir de la banquette arrière. Je sens son pistolet entre mes côtes. Brian Winchester plaide coupable et en décembre 2017, il est condamné à 20 ans de prison pour enlèvement. Et le lendemain
de sa condamnation, le Florida Department of Law Enforcement annonce une découverte, et cette découverte, c'est le corps de Mike Williams. Le corps de Mike Williams n'était pas dans le lac Séminole. Il était enterré dans la boue au bord du lac Carr, à 1 heure de route de là, à 5 kilomètres seulement de la maison de sa mère, Cheryl. 17 ans. Son corps a été là, enfoui dans la terre, pendant 17 ans, à 5 kilomètres de la femme qui ne l'a jamais oublié et qui n'a jamais cessé de se battre. L'analyse médico-légale confirme ce que Cheryl savait depuis toujours et ce que nous doutions un peu. Mike Williams a été assassiné. Brian Winchester passe un accord avec les procureurs, c'est quelque chose qui se fait beaucoup aux États-Unis, et il reçoit l'immunité pour le meurtre en échange de la vérité et de son témoignage contre Denise. Et donc, il raconte ce qui s'est passé ce matin-là. Ce matin du 16 décembre 2000, Mike n'est pas allé chasser seul. Brian l'a appelé ce matin-là, il l'a attiré sur le lac Séminole sous prétexte de chasser ensemble. Une fois sur l'eau, Brian a poussé Mike par-dessus bord dans l'eau glacée, à peine une dizaine de degrés. Mike a nagé, il s'est accroché à une souche, il refusait de lâcher. Donc, Brian a saisi son fusil, il a tiré une balle dans la tête de son meilleur ami. Avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemis. Il paniquait, je paniquais, rien ne se passait comme prévu, raconte-t-il. Puis, il a sorti le corps de l'eau, il a conduit à peu près 1 heure jusqu'au lac Carr. Pendant le trajet, il a démonté son fusil et l'a jeté tout en roulant en petits morceaux. Puis, une fois arrivé au lac Carr, il enterre Mike dans la boue, puis il rentre à Tallahassee. Il participe aux recherches, il trouve et examine le chapeau, etc. Il console la famille et tout ça était planifié depuis au moins 9 mois. Denise et Brian avaient une liaison depuis 1997. Ils voulaient être ensemble, ils voulaient de l'argent et ils ont organisé la mort de Mike Williams ensemble. On était Bonnie and Clyde, disait Brian à la barre, partner in crime, partenaire dans le crime. En mai 2018, Denise Williams est donc arrêtée. Elle est jugée en décembre de la même année pour meurtre avec préméditation, donc assassinat, complot en vue de commettre un meurtre et recel de criminels. Reconnue coupable sur tous les chefs d'accusation, elle est condamnée en janvier 2019 à la réclusion à perpétuité. Elle fait appel et en appel, en novembre 2020, la Cour d'appel de Tallahassee annule la condamnation pour assassinat car elle estime que la preuve de sa participation directe à l'acte n'est pas établie. Elle maintient la condamnation pour complot et Denise est recondamnée à 30 ans de prison. Elle purge cette peine aujourd'hui. Brian Winchester, lui, n'a donc jamais été jugé pour le meurtre de Mike Williams, puisqu'il avait passé un accord et son accord d'immunité le protège. Il purge donc une peine de 20 ans de prison pour l'enlèvement de Denise. Cheryl Williams a finalement eu ce qu'elle demandait depuis 17 ans, non pas justice totale, mais au moins la vérité. Son fils n'a pas été dévoré par les alligators, son fils a été tué par les 2 personnes en qui il avait le plus confiance au monde, sa femme et son meilleur ami. Que je sache, il n'a pas été fait de rapport psychologique des 2 protagonistes de cette affaire, donc j'ai réuni un petit peu les connaissances en psychologie clinique qui pouvaient être utiles. Donc on va commencer par Denise Williams. Elle a donc rencontré Mike Williams au lycée, elle était pom-pom girl, il était le quarterback de l'équipe de football, vraiment un couple de cartes postales américaines. Ils se sont mariés en 1994, ils ont une fille en 1999 et tout allait bien en apparence. Mais donc, depuis 1997, elle a une relation avec Brian Winchester, le meilleur ami de son mari. Et à un moment donné, cette liaison a franchi une ligne. Les 2 amants ont décidé que Mike devait mourir. Et ce qui frappe quand on regarde comment les choses se sont déroulées, en fin de compte, c'est la durée. Parce qu'on a quand même au moins 9 mois de préparation documentée, peut-être plus. 9 mois pendant lesquels Denise continue de vivre avec Mike.
Elle continue de partager son lit, de s'asseoir en face de lui au dîner, de l'embrasser devant leur fille, de planifier un week-end romantique pour leur 6e anniversaire de mariage, le jour même où elle sait qu'il va mourir. En psychologie, on appelle ça la compartimentalisation. C'est-à-dire, c'est une capacité de cloisonner des réalités contradictoires dans des espaces mentaux séparés, de façon à ce qu'il n'y ait pas de contamination l'un envers l'autre. Donc, dans une case, vous avez la femme aimante, et dans une autre case, vous avez la conspiratrice. Et entre les deux, il n'y a pas de connexion, et il n'y a pas de court-circuit. Il n'y a pas de moment où les deux cases s'ouvrent en même temps et pourraient provoquer une crise. Chez la plupart d'entre nous, des névrosés normaux, comme je dis d'habitude, c'est une séparation qui est impossible à tenir longtemps, ce genre de choses, parce que la culpabilité va s'infiltrer quelque part, et l'anxiété qui va remonter, il va y avoir des signes qui vont apparaître. Chez Denise, rien. Rien de tout cela ne transparaît. Pendant des mois, devant son mari, devant sa fille, devant sa belle famille qu'elle dit adorer, rien. Son mobile est donc double, l'argent et la liberté d'être avec Brian. Ce type de meurtre qui est planifié pour un gain précis est ce que les criminologues appellent homicide instrumental. Et il est associé dans la recherche à un trait de personnalité qui est très bien identifié, qu'on appelle le machiavélisme. C'est-à-dire, alors le machiavélisme au sens clinique, c'est-à-dire que c'est une vision du monde dans laquelle les autres sont des moyens, pas des fins. Ce sont des pièces, des objets sur un échiquier. Le machiavélique calcule, patiente, manipule et n'éprouve ni remords, ni hésitation à franchir des lignes morales que d'autres ne franchissent tout simplement pas parce que ces lignes, pour lui ou pour elle, le cas échéant, n'ont tout simplement pas le même poids ou la même importance. Denise, elle ne panique pas après la mort de Mike, elle ne s'effondre pas et elle ne commet absolument aucune erreur grossière. Elle joue la veuve dévastée avec suffisamment de crédibilité pour convaincre un juge de déclarer son mari légalement mort en 6 mois, alors que la loi de Floride prévoit normalement 5 ans d'attente. Elle présente des pièces à conviction qui sont bien mises en scène. Elle coupe les ponts avec la belle famille avant que celle-ci ne puisse poser trop de questions. Elle récupère 1 750 000 $ et elle épouse Brian. Et voilà. Alors, bien entendu, on peut toujours expliquer chacun de ces actes pris isolément d'une autre façon, tout à fait. Mais si on regarde ça en continuité et ensemble, il dessine quand même quelque chose d'assez net. C'est une personne qui sait exactement ce qu'elle fait, qui anticipe les obstacles et qui les contourne un par un sans se laisser déborder par l'émotion, quelle qu'elle soit. Le psychologue Robert Haar, que je cite régulièrement et que j'ai pas mal étudié, a consacré sa carrière à l'étude des personnalités psychopathiques et donc il a utilisé une grille d'évaluation qui s'appelle la PSLR et qui est aujourd'hui l'outil de référence dans les tribunaux du monde entier qui utilisent la psychologie clinique. Et il décrit un trait qu'il appelle l'affect superficiel. C'est-à-dire, c'est une capacité à produire des émotions qui sont attendues par l'entourage, c'est-à-dire les larmes au bon moment, l'inquiétude au bon moment, la douleur au bon moment, sans que ces émotions correspondent à quoi que ce soit de réel à l'intérieur de la personne. C'est un masque qui est parfaitement ajusté. Et Denise Williams porte ce masque pendant des années devant tout le monde, sans que personne, à l'exception de sa belle-mère Cheryl, ne voit ce qui se passe. Donc, une psychopathe très calculatrice. Ensuite, on a Brian Winchester. Alors lui, il est beaucoup plus difficile à cerner que Denise parce qu'il contient une contradiction apparente que son comportement, si on y réfléchit bien, finit par rendre cohérente. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez l'homme du 16 décembre 2000 qui attire son meilleur ami sur le lac sous prétexte de chasser ensemble. Il le pousse par-dessus bord dans une eau à dizaines de degrés. Mike nage, il s'accroche à une souche, il refuse de lâcher. Donc Brian prend son fusil et lui tire une balle dans la tête. Juste comme ça. Après, il le sort de l'eau, il démonte l'arme en roulant, la jette les pièces par la fenêtre. Il conduit 1 heure jusqu'au lac Carr. Il enterre son meilleur ami dans la boue. Il rentre chez lui et le lendemain matin, il est au bord du lac Séminole parmi les sauveteurs à chercher Mike Williams. Là, ce qu'on peut dire, c'est que cet homme-là, il est d'un calme olympien et d'une organisation qui glace le sang. Et de l'autre côté,
Un peu plus tard, il y a l'homme de 2016. Quand Denise lui annonce qu'elle veut divorcer, Brian Winchester attend dans le fond de sa voiture, il est armé, il appuie le canon d'un pistolet contre les côtes de sa femme, il hurle, il pleure, il menace de se suicider. Il n'y a absolument plus rien du sang-froid de 2000. Il est en morceaux. Alors comment est-ce que le même homme peut-il être les deux à la fois? La réponse se trouve dans ce que les criminologues ont documenté sur les homicides instrumentaux. C'est-à-dire que quand on tue froidement pour un objectif précis, dans le cadre d'un plan qui est construit à l'avance, on n'agit pas sous le coup de l'émotion, on exécute. Et pour exécuter, il faut être capable de désactiver temporairement, en tout cas, ce qui, chez la plupart des êtres humains, rend le meurtre psychologiquement impossible, l'empathie, le lien affectif, la représentation de la souffrance de l'autre. Tout ça, voilà, ça a été déconnecté temporairement. Brian Winchester a regardé son meilleur ami s'accrocher à une souche pour survivre et il a tiré. Ce niveau de déconnexion émotionnelle, c'est exactement ce que Robert Hare mesure sur l'axe affectif de sa grille d'évaluation. Mais Brian, c'est pas Denise. Il a en lui quelque chose qui finit par craquer. Pas de culpabilité pour Mike, apparemment, ou en tout cas rien qui remonte à la surface pendant 17 ans, mais une dépendance affective intense à Denise, qui est la seule personne au monde à savoir ce qu'il a fait et qui le porte avec lui. Quand elle part, ce n'est pas seulement une femme qu'il perd, mais c'est le seul témoin de sa vérité, et cette perte-là, il ne la supporte pas. Et d'ailleurs, à la barre, en 2018, il dit « On était Bonnie and Clyde, partner in crime, partenaire dans le crime », et cette phrase dit tout sur la façon dont Brian Winchester a construit son récit intérieur. Il ne s'est pas vécu comme l'exécuteur d'un plan dicté par quelqu'un d'autre, même s'il l'a sûrement été, mais il s'est vécu comme le héros d'une histoire d'amour criminel. Ce recadrage, c'est ce qu'on appelle en psychologie la rationalisation. On transforme ce qu'on a fait en quelque sorte de quelque chose de narrativement supportable pour continuer à pouvoir vivre avec. Et après, il y a les deux ensemble. Les criminologues ont un mot pour ce type de configuration, et d'ailleurs je crois que j'en ai déjà parlé, ils appellent ça une dyade homicide. C'est-à-dire que deux individus dont les traits de personnalité se complètent et se renforcent mutuellement au point de produire ensemble ce que aucun d'entre eux, n'aurait peut-être pu produire seul. Denise, elle a la vision, la froideur stratégique et la capacité de planification à long terme. Brian, il a la force, la proximité avec la victime et une dépendance affective à Denise suffisamment puissante pour qu'il fasse ce qu'elle veut sans qu'elle ait besoin de le menacer. Elle organise, il exécute et chacun dans ce rôle se trouve exactement à sa place. Ce qui rend cette dyade particulièrement redoutable, c'est qu'elle ne ressemble à rien de ce que l'on imagine quand on pense à des meurtriers. Il n'y a pas de violence antérieure, il n'y a pas d'antécédents judiciaires chez aucun des deux. Ce sont des gens qui sourient, qui travaillent, qui vont à l'église, qui ont des amis, des gens qui, pendant 17 ans, ont failli s'en tirer, mais ça a raté, heureusement, grâce à Cheryl. Merci d'avoir regardé ce récit de l'ombre et puis je vous dis à bientôt pour un autre récit. Au revoir.